Bonsoir à tous, bonsoir à toutes et bienvenue dans les pros de l'écho. Salut Robin. Bonsoir Judy. Vous allez bien? Mais très bien et vous? Merci, très bien. Vous êtes donc à la place d'Antonin et donc vous êtes mon sniper du jour. Exactement. En tout cas pour la première partie avec Pierre Herman. Bonjour. Bonjour. Non, on ne doit pas commencer comme ça. À chaque fois, on commence avec des petits... Non, parce que ça va me faire rire longtemps. Et puis voilà, on n'a pas une demi-heure. Bon, allez, vous allez bien sinon? Très bien. Ah, très bien. parfait. Ouais, effectivement. Bon, allez, alors ça c'est très bien. Eh bien, avant, parce qu'aujourd'hui on n'a pas d'invité. Tiens, vous aviez décidé de n'inviter personne, c'est ça? Alors Vous avez- non, ce n'est pas ça. C'est parce qu'il y a une personne qui intervient aussi dans la suite, dans les experts. Ah, Donc, voilà, le teasing, Voilà, le teasing, voilà. super ça. Bon, ben alors, avant tout ça, avant la deuxième partie, avant le supplément, eh bien, il y a les visages de la semaine qui ont été justement très bien choisis par mes acolytes. Et on commence par le vôtre, Pierre, et on va parler de François Provost. Oui. François Provost et pas Lucas Deméo, puisque en recherchant, en parlant de Renault, c'est pour ça que c'est intéressant de vérifier aussi et de challenger l'intelligence artificielle, puisque moi j'avais encore le nom de Lucas et il y avait des petites confusions là-dedans, mais effectivement c'est bien François Provost qui est le patron de Renault. Il y a eu un changement, un profil intéressant parce que c'était quelqu'un qui était dans la maison depuis longtemps, il avait été aux achats et il a amené toute une série de dynamiques en fait chez Renault. Pourquoi je le mets en avant? En fait, l'objectif, c'était de vraiment mettre en avant l'industrie automobile européenne. On a un moment donné où c'est une industrie qui a toujours eu un rôle clé notamment la main-d'œuvre. On l'a vu en Belgique aussi. Et elle a été solidement challengée. Je ne dois pas vous rappeler, ne fût-ce qu'à Bruxelles, la fermeture d'Audi. Il y a eu la fermeture aussi de Ford Genk. Et cette industrie est fort challengée parce que c'était un des fleurons européens. On sait qu'aujourd'hui, on a non seulement une crise énergétique qui accentue encore plus le tournant vers le thermique, et on a aussi au niveau souveraineté le fait qu'on voit de plus en plus, et il suffisait de visiter le salon de l'auto cette année, de voitures chinoises qui viennent à des prix très compétitif. Et donc, face à ça, la solution, c'est l'innovation et c'est la capacité, en fait, à se réinventer. Et quand on voit et qu'on lit aussi avec toute une série de petits projets qu'il a déjà fait depuis son arrivée, eh bien, on voit que François Provost est en fait un acteur du changement et permet à ce secteur qui est encore très important aussi en France eh bien, d'amorcer un tournant. Ça a des conséquences pour la Belgique parce que vous avez dans le secteur automobile toujours la marque et puis il y a tous ceux qui apportent des pièces. Si on regarde du côté de l'Allemagne, Bosch est fournisseur de plein de pièces au niveau de l'automobile, des essuie-glaces en passant par d'autres points. Il y a toutes les marques de pneus encore européennes et italiennes qui fournissent aussi des éléments. Donc le tournant de cette industrie est important aussi parce que derrière lui, il draine toute une série de PME. Si je reprends encore l'exemple avec Audi, on parlait souvent des 3000 emplois de Audi et puis des 1000 emplois autour d'Audi pour tous les fournisseurs. Donc c'est une économie qu'il va falloir suivre et qui doit vraiment se réinventer parce qu'elle est fortement secouée par une très forte concurrence venue des autres pays. Et en même temps, il faut continuer à répondre à des exigences européennes qui sont spécifiques. On a des véhicules moins chers en Inde et en Chine, mais ils ne pourraient pas être sur le marché pour l'instant parce que, par exemple, ils ne répondent pas aux normes de sécurité de ces automobiles ou aux normes aussi de pollution. Donc c'est une industrie où moi je voulais mettre en avant parce qu'on voit que pour l'instant, il doit y avoir quelques nuits courtes pour se réinventer, pour dire dans X temps, l'Europe remet chaque fois des exigences. Donc je voulais mettre en avant ce secteur fournisseur d'emplois et de technologie à l'avant comme le visage de la semaine. Très bien, merci beaucoup Pierre. Alors vous, Robin, vous allez parler de la grande pomme. Exactement. Ben voilà, ça bouge du côté d'Apple. Donc Tim Cook a annoncé, le patron d'Apple a annoncé qu'il allait quitter ses fonctions en septembre prochain. Donc voilà, ça faisait quand même 15 ans, non? Oui, 15 ans qu'il était là. Il a succédé à un certain Steve Jobs. Vous n'avez pas de col roulé Ah ben non, voilà. On ne pourrait même pas faire un petit hommage. J'aurais dû en apporter un. Oui. Mais voilà, donc 15 ans qu'il est là, il s'est dit, voilà, c'est mon
mon tour d'honneur jusqu'en septembre. Et on connaît déjà le nom de son successeur. Il s'agit de John Ternus. Voilà, pardonnez la prononciation. Je ne sais pas si je dois franciser ou angliciser. C'est mais voilà. Ternus, si vous voulez. Oui, Ternus, pourquoi pas, allons-y. Et voilà, en tout cas, John Ternus, il connaît plutôt bien la maison parce qu'il y est depuis quand même 2001. Il est arrivé en tant qu'ingénieur où il a participé à la production de l'iPod à l'époque. Oh, wow, ah oui. Et oui, et ensuite, après, il a un peu monté les échelons jusqu'à devenir quand même vice-président senior de la partie ingénierie. Et parmi ses plus de 20 années d'expérience, il a quand même travaillé sur tous les produits Apple, donc iPad, iPhone, Apple Watch, AirPod, Mac et Vision Pro, le seul petit échec, on va dire, de la marque. Voilà. Pourquoi ce choix ? Parce que il faut avouer qu'en ce moment, Apple, même s'ils s'en sortent plutôt bien financièrement, niveau innovation, on patine un peu, surtout concernant l'intelligence artificielle. J'en discutais dans cette émission même il y a 2-3 semaines déjà. Voilà, et c'est là que le profil de John Ternus aura un impact parce que voilà, il sait comment tout fonctionne. C'est lui qui a produit, qui a pensé les produits. Et il a quand même une vision assez technique, contrairement à Tim Cook, qui était plus du côté de la logistique, de la gestion. Donc voilà, c'est une nouvelle ère pour Apple. Et en tout cas, il aura le temps d'expérimenter parce que, voilà, même si Tim Cook a posé les bases sans forcément innover, il laisse quand même une entreprise solide financièrement. Rien que pour vous donner une idée, en 2025, il y a quand même eu 112 milliards de dollars de bénéfices nets. Donc voilà, John Ternus aura le temps de prendre des risques, d'innover pour créer la prochaine pépite de demain. Mais oh, joli. Et encore une fois, ça fait du bien d'avoir quelqu'un qui connaît vraiment la boîte, qui arrive à se... On a compris. Hein. Tout à fait. Moi, ce que j'aimais bien quand on parlait du fondateur d'Apple tout à l'heure, on parlait du col roulé, mais il y avait aussi le côté pieds nus. Oui. On aurait pu venir pieds nus ici sur le point, puisque moi, quand j'avais lu le livre, on expliquait qu'il aimait beaucoup se promener pieds nus. C'est intéressant. Personne ne l'a dit, mais peut-être que nous sommes là en ce moment. On ne le saura jamais. C'est des fétichistes des pieds nus. Je ne sais pas. Il aurait pu lancer une tendance, on ne sait pas. Écoutez, je ne savais pas que ça allait partir dans ce sens. Moi non plus, mais vu qu'on parlait de Steve Jobs, il y a des sujets toujours surprenants. L'innovation était là, présente sous toutes diverses manières. Voilà. Évidemment. Bon, allez, vous savez quoi ? Vous avez parlé des pépites, on va y aller pour les pépites. Alors Pierre, on parle hypno-VR ? Oui, alors c'est un sujet en fait qui est assez intéressant, c'est de voir la technologie, quand la technologie vient compléter finalement certains éléments, on va dire, du cerveau. Et on parle hypnose avec les casques VR. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que... Alors il y a plusieurs boîtes dans le secteur. Moi j'ai choisi de mettre une pépite pour montrer aussi qu'une pépite, souvent, le but, c'est qu'elle grandit et puis parfois, elle va s'assembler comme une pièce de Lego dans un autre ensemble. Ici, c'est le cas. C'était une belle pépite belge qui est Home Comfort et qui a en fait été rachetée il y a peu en fait par HypnoVR, un groupe en France. Alors, on explique de quoi il s'agit. Quand on parle d'hypnose, on peut parler parfois de détour de l'attention. L'idée, c'est de dire que, voilà, il y a des maladies, des opérations, on doit souvent subir des traitements. Ces traitements peuvent être douloureux. Il y en a d'autres où, en fait, on va souvent devoir aller mettre, par exemple, je sais pas moi, un cathéter, où on va devoir faire des petites interventions. Et dans ces interventions-là, si on prend chaque fois, en fait, un produit qu'on va nous injecter et qui va nous plonger dans les bras de Morphée, c'est pas toujours positif. C'est-à-dire que moi, qui étais très gravement accidenté il y a 19 ans, je me souviens qu'après, j'ai été opéré beaucoup de fois. Et après chaque opération, vous êtes groggy pendant 4-5 jours. Vous ne savez pas lire, vous ne savez pas... vous voulez vous concentrer en disant, tiens, j'aurai 5 jours de libre, je lirai un bouquin, c'est impossible. On est assez affecté. Et aujourd'hui, la technologie permet notamment cette hypnose. Alors, c'est pas le point où je dis, regardez-moi, hop, et vous tombez, vous endormez, ça ne fonctionne pas comme ça. L'idée, c'est de dire qu'on va vous mettre dans un environnement qui va vous permettre de véritablement lâcher prise,
de ne plus en fait penser à l'intervention que vous subissez. Et parfois, et c'est ça qui est intéressant, dans les différents scénarios des différents acteurs qui font ça, il y en a plusieurs en Belgique, je vous invite à regarder, voir ces acteurs. Ici, moi je parle donc comme fort de HypnoVR, mais il y en a d'autres. On va avoir des scénarios qui vont parfois aussi refléter exactement les étapes d'une intervention chirurgicale. Donc par rapport au bruit ou par rapport à d'autres points, vous allez vous retrouver plongé dans la nature, votre regard va totalement s'immerger là-dedans. Alors, une des conditions, c'est évidemment d'accepter que votre cerveau lâche prise. Si vous dites non, je vais me concentrer, ils sont en train de m'opérer la jambe, qu'est-ce qui se passe sur ma jambe? Là, évidemment, ça ne va pas. Mais la majorité du public, en fait, va jouer le jeu et ça va solidement atténuer et surtout relaxer avec tous les avantages du fait qu'on ne va pas avoir une situation après intervention où on est un petit peu ce côté groggy. Donc c'est un secteur intéressant. On travaille le soin, pas avec la chimie, mais aussi avec une expérience patient. Ici, donc, la technologie, elle ne remplace pas du tout le soin, hein, même si on peut dire que parfois on pourrait aussi être opéré avec un robot qui fera ça de manière plus délicate. Elle le rend simplement plus supportable. En Belgique, on ne soigne pas seulement, c'est ça qui est intéressant, avec les médicaments, on soigne aussi avec l'expérience et parfois pour diminuer en fait la douleur, et ça je pense c'est quelque chose qu'on peut vraiment retenir, il suffit de changer la réalité. Et c'est parfois aussi le cas quand vous avez, moi je vois ce petit truc d'hypnose qu'on m'avait donné, mais tout simple avec un enfant. Vous avez un enfant qui vient de tomber, il est focus sur j'ai eu mal, je suis tombé, j'ai eu son truc, et vous allez tout d'un coup lui parler de toute autre chose et dire tiens, t'as vu là-bas il y a le personnage un tel, ou est-ce qu'on n'irait pas chercher des bonbons, ou changer totalement de sujet, pas bonbons parce que t'as mal, mais vous changez de sujet. Et en fait, le fait qu'il réfléchisse à ça, en tout cas moi c'est une hypnose que j'ai déjà pratiquée beaucoup de fois, notamment quand mes enfants devaient faire une prise de sang ou un truc comme ça, et qu'il y avait un petit moment de panique, et puis je leur parle sur un tout autre sujet où on voit qu'en fait ils commencent à se concentrer là-dedans, et en fait ils n'ont pas réalisé qu'au même moment il y a eu ce petit chose. Il y a des pédiatres qui font ça avec merveille. Moi, je l'ai repris, ça fonctionne parfois, ce genre de petit hypnose, ou de demander, par exemple, aussi de juste regarder droit dans vos yeux, et de respirer 3 fois à fond, ça peut le faire. Eh bien, c'est ça qu'on a appliqué dans la réalité virtuelle. C'est pas des bêtes scénarios, c'est pas juste une image de la mer ou de dauphin, c'est vraiment des trucs qui sont très bien faits, qui peuvent fonctionner, puisqu'on parle parfois de véritables opérations, comme on peut le voir sur ces images ici qui ont été attention réalisées. quand il vous demande quelque chose tout à fait autre. Oui, je vais méfier, je vais commencer à méfier. Et confiant. Robin, attention, 1, 2, 3. Et là, il nous parle, on lui fait faire tout un scénario, il commence à dire des conneries en plein plateau. Voilà. Vous souhaitez ajouter quelque chose Oui, mais en fait, j'avais une petite question. Je suppose que ce type de produit qui est allié technologie et santé, ça a été travaillé avec des médecins. Est-ce qu'il y a déjà eu des retours et comment ça se passe concrètement? Alors, très bonne question. C'est-à-dire que c'est vrai que dès qu'on va toucher au milieu médical, il va y avoir une réglementation. Dans les médicaments, on a toutes des phases cliniques. On doit tester sur... D'abord, on doit tester sur des clients, puis sur différents types de patients, sur des animaux aussi, parfois certaines technologies, et puis on a différents types de patients, des patients qui sont ou pas malades, d'autres qui ne le sont pas. Ici, quand on est plutôt dans la medtech, on va avoir des outils, par exemple, pour intervenir à l'hôpital. Ça va être encore un autre processus de validation, mais qui est beaucoup plus léger. Chaque processus est validé, par exemple, au niveau européen, aussi aux États-Unis. On le voit souvent dans les boîtes pharmaceutiques où ils ont un long process en Europe et ils doivent commencer un long process aux États-Unis. On dit parfois qu'aux États-Unis, en même temps, ils doivent fighter contre un gros processus de lobby quand ils ont des médicaments qui tournent très bien. Dans le cas ici, pour l'hypnose, c'est plus léger parce que c'est pas du tout, en fait, le terme qui va être utilisé, intrusif. Par contre, évidemment, les médecins vont tester et ils vont pas dire tiens, on va faire demain une opération douloureuse tant qu'ils n'ont pas testé. Donc, il y a une série de tests qui sont faits sur des patients et puis, entre guillemets, le seuil de douleur va pouvoir augmenter. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau du seuil de douleur pour certaines interventions, il est très différent d'une personne à l'autre. C'est pour ça que souvent on vous demande, votre médecin, avant d'intervenir, ou même votre dentiste, tiens, mesure de 1 à 10, c'est ce qu'on va vous faire aussi en ambulance. Il y a des moments où, si on peut éviter de faire ça, on va éviter. Maintenant, c'est un peu la même chose si vous avez déjà assisté à un accouchement. Il y en a qui vont dire je veux pas la péridurale, comme ça je sens le truc. Et puis il y en a d'autres qui vont dire ça suffit, on me la met tout de suite. Je veux le faire dans la joie et j'ai pas envie. Et donc il y a des personnes qui peuvent appréhender la douleur différemment. Mais donc c'est pas comme un médicament où on dit c'est A ou B, la molécule agit ou pas. Il y en a où c'est le cas. Ici, c'est un élément, une expérience. Comme on dit, ça change d'expérience. C'est surtout, vous êtes chez le dentiste.
même si à la limite le dentiste vous a endormi en partie, le fait d'avoir, c'est ce qu'on voit dans la technologie là, ce côté hypnose va permettre en tout cas de permettre à l'enfant de ne pas être en train de se dire c'est quoi ce bruit, elle vient avec le truc, elle vient avec l'outil, on ne voit pas et on permet de rêver, quoi. Mais donc l'environnement est beaucoup moins contraignant pour répondre que d'autres médicaments. Bon, c'est bon à savoir quand j'enlèverai mes dents de sagesse. Eh bien voilà, et au pire, vous pouvez prendre avec vous Pierre, il vous posera une autre question. Et puis voilà. Bon, Robin, on vient vers vous pour votre pépite. Et là, c'est My Smart Book. Oui, voilà, on a parlé de réalité virtuelle. Moi, je vais parler d'intelligence artificielle. Donc voilà, My Smart Book c'est une start-up qui a été lancée le week-end dernier à l'occasion du salon du livre de Paris. Voilà, donc c'est une start-up française qui produit une application de lecture augmentée par l'IA. Donc voilà, le terme est un petit peu général, mais concrètement, qu'est-ce qu'il fait? C'est l'application permet au lecteur de poser des questions à son livre. Donc voilà, évidemment, c'est avec des e-books, des smartbooks, des audiobooks. Donc voilà, pas un livre papier, mais donc ça permet de poser des questions et de clarifier certains points, comme résumer un chapitre, clarifier une intrigue, ou même interroger un personnage. Donc par exemple, si un personnage rentre dans un bar et qu'on se demande mais pourquoi il rentre dans ce bar-ci précisément, on lui demande et on dit ah ben oui, en fait à la page 50 il s'est passé ça et c'est pour ça qu'il se rend dans ce bar-là. Génial, donc voilà, c'est assez innovant. Il se présente d'ailleurs comme le première interface de lecture conversationnelle en Europe. Donc voilà, c'est une grande première et on pourrait quand même se poser la question, est-ce que ChatGPT ou autre IA, Claude, Gemini ne peut pas faire ça? En fait, ils peuvent plus ou moins le faire, sauf que là, la différence, c'est que ce sont des réponses basées que sur le contenu du livre, donc il n'y a pas de source externe, et c'est là un petit peu le point important, c'est qu'on arrive vraiment dans le respect total de la chaîne du livre, voilà, concernant les droits d'auteur, les c'est intéressant licences. ça, parce que je me dis, c'est vrai que si c'est fait en collaboration avec l'auteur, on amène une nouvelle manière de lire et parfois de s'interroger en disant tiens, rappelle-moi ce qu'il a fait, rappelle-moi quel est le profil de Jody dans ce livre roman, puisqu'il y a plusieurs livres qui expliquent la vie de Jody. Et donc on peut non mais je trouve ça vraiment chouette en fait. Moi j'aime bien lire, ça peut mettre une dynamique et un côté interactif qui peut être très sympa pour se rappeler des points quand on replonge dans le bouquin. Oui, ça peut aider aussi les gens qui ont des problèmes d'attention, qui t'es quoi, mais c'était la page avant. Oui, mais moi j'aime bien lire, mais parfois lire 100 pages et puis revenir 2 mois après sur le livre, voilà, c'est intéressant de poser la question au livre. Qu'est-ce qui s'est passé pendant les 100 premières pages? Et l'info intéressante, c'est que il n'y a aucun surcoût lié à l'IA. Donc en gros, il y a que des points positifs. N'est-ce pas il y a 450 000 livres et c'est vraiment le prix d'un e-book normal. Donc en général, c'est entre 1 et 15 euros selon l'importance du livre. Donc voilà, c'est pas mal ça. Que des bonnes nouvelles. C'est vraiment chouette, hein. On va vous en offrir un, je sens que vous aimez bien. Oui, j'aime vraiment bien l'idée et j'aime bien quand c'est fait avec le... Oui, en collaboration. Parce que alors, pour l'auteur, c'est aussi une manière de peut-être mettre des... Parfois, on voit dans certains bouquins où il y a un niveau de détail qu'ils n'ont pas mis, des pages qu'ils ont peut-être un peu jetées, et je me dis, comme quand on fait une présentation, on a parfois ces fameux backslides, les slides de réserve, si on nous pose telle question, et on pourrait peut-être avoir des infos qui expliquent l'enfance d'un des personnages. Ça ouvre un nouveau point de tu ouvres un livre, t'en as pour une année, parce que tu vas lui poser 1000 questions. C'est génial, franchement. C'est merci. Sympa. Très, très bien. Très bon. Que du positif, j'avoue. Très bien, Robin. Oui, vous êtes bien. Merci. Robin. J'ai mon petit pitch. Bon, allez, c'est parti pour les Belges qui sont partout. Alors vous, c'est TVH, c'est ça, le leader mondial des pièces pour machines industrielles. Oui, voilà. Alors, je trouve ça assez intéressant parce que c'est des boîtes, en fait, parfois, on n'a pas forcément notion de l'existence de cette boîte. Et en fait, ce sont des boîtes qui sont vraiment partout, reconnues en tant que leader. Alors, que fait TVH? C'est une boîte qui a été créée en 1969. Elle est basée, en fait, à Waregem à l'origine. Et c'est des pièces détachées pour machines industrielles. Alors, ce qu'ils font, c'est qu'ils sont capables d'avoir des références. En l'occurrence, tenez-vous bien, on sait que dans un magasin, parfois un supermarché, vous avez 10 000 références, c'est déjà du stock solide.
quand on parle de pièces industrielles, eux, ils vont aller jusqu'à 50 millions de références. Alors concrètement, c'est quoi? Donc, ils vont permettre de vendre toute une série de pièces qui permettent à une machine industrielle de continuer à fonctionner. Un exemple, c'est une batterie de chariot élévateur qui tombe en panne à New York. Never fear, when TVH is near, ils vont pouvoir trouver, on peut dire ça d'une personne aussi, Never fear, when Robin is near, enfin, voilà. Ne pas avoir peur tant qu'il est là. Oui, mais merci. Bon, non, pour tous les téléspectateurs, il y en a qui ne maîtrisent peut-être pas l'américain comme moi, mais je veux dire, on va pouvoir avoir ce sujet, on va le dire à New York, ça peut être une fourche cassée, par exemple sur un Clark à Dubaï, ben, l'idée de dire, ok, on a besoin de ça, on peut le revenir, on va avoir une machine qui se commande avec un joystick en Allemagne, et souvent c'est des machines avec des investissements lourds. Donc on ne se dit pas c'est cassé, je remplace la machine. On peut retrouver ça et eux vont toujours pouvoir le faire et surtout vont avoir la capacité de mettre en place toute la chaîne logistique pour fournir ça rapidement et de manière efficace partout dans le monde en un temps record. Et donc, c'est vraiment une boîte qui travaille en coulisses, mais qui est indispensable. Et en fait, tous ces sujets-là, pour donner un exemple concret, il faut s'imaginer que dans une entreprise, on parlait tout à l'heure automobile, vous avez toute une chaîne de production. Alors, on a pas mal de leadership belges qui vont jouer là-dedans. Par exemple, si on regarde iCare, celui qui était manager de l'année, il va faire de la maintenance préventive. Donc, il est capable de dire, face à certaines vibrations de la machine, attention, elle va tomber en panne. Donc, on devra la remplacer. Mais par exemple, on pourra avoir la complémentarité avec TVH, c'est-à-dire, donc, telle pièce devra être remplacée, et donc, on va déjà la commander maintenant. Parce que parfois, dans une chaîne de montage, il y a un bottleneck qui va amener que, pile à telle situation, tout est bloqué parce qu'il y a une bête petite pièce qui est cassée. Donc, si on peut prévenir la casse et puis commander à temps, eh bien alors là, on a en fait quelque chose. Ça ne sert à rien d'avoir 5 pièces de réserve. Ce qu'il faut quand même savoir, c'est qu'il y a une grosse tendance depuis le Covid dans la gestion des stocks et aussi des stocks de pièces. C'est qu'avant, on travaillait ce qu'on appelait en flux tendu. C'est-à-dire pour ne pas avoir un stock qui coûte cher et qui dort, c'est de l'argent qui dort, un stock. On commandait en disant, voilà, just in time, c'était le terme qui était utilisé, comme les Japonais le font dans ce qu'on appelle le lean. Ici, on a dit, on a toujours une réserve. Malgré cette réserve, il y a des pièces, on ne va pas l'acheter. Imaginons, par exemple, votre micro, tous les micros ici cassent. On a 3 micros qui cassent et on a demain un plateau complet. On ne sait pas tourner, enfin, on ne sait peut-être pas le faire si on n'a pas une réserve, mais on a sûrement chez IPM un fournisseur qui apportera en vitesse à l'N24. Peut-être que c'est TVH. Je ne sais pas vous le dire. Je ne connais pas tous les secrets, mais ils sont partout. Ça, c'est ce qu'on peut retenir. Franchement, j'aime beaucoup ce qui se passe dans ce début d'émission. Vraiment, c'est extraordinaire. Voilà. Et on va finir avec vous, Robin, et Finasucre. Enfin, si ça se dit comme ça. Exactement, oui, ça se prononce Finasucre. Et d'ailleurs, leurs bâtiments sont pas si loin d'ici à Etterbeek. Donc voilà, qu'est-ce que Finasucre? C'est un groupe belge, comme son nom l'indique, producteur de sucre. De sel, ah oui. Ah oui, j'aurais pu faire la blague. C'est moi. Les bêtes blagues, c'est moi. Mais donc voilà, elle a près de 100 ans parce qu'elle a été fondée en 1929 par un certain Robert Lippens de la fameuse famille Lippens. Donc voilà, pour rappel, la famille Lippens, c'est une famille assez importante dans l'industrie et dans la noblesse belge. Voilà, ils sont présents dans le sucre, l'immobilier, la finance. Il y a même eu un Lippens qui était bourgmestre de Knock, un autre qui était président de Fortis. Dans le cinéma aussi, dans tout ce qui était le financement du cinéma. Et oui, effectivement. Bref, c'est une famille avec un grand F. Et en parlant de F, revenons à Finasucre. Ouh là 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 là. Et tout ça a été écrit. Donc voilà, c'est donc un producteur de sucre important. C'est quand même le deuxième du secteur après voilà, les raffineries, la raffinerie Tirle-Montoise. Et avec comme une présence internationale en Belgique, aux Pays-Bas, aux États-Unis, au Congo, en Australie. C'est très large. Et pourquoi je vous parle de Finasucre? Parce qu'en ce moment, il y a quand même une grosse refonte du groupe qui a été annoncée, qui se manifeste par deux choses. D'abord, le départ du CEO Jérôme Lippens, qui part après 20 ans d'expérience dans le groupe, et il était CEO depuis 2019. Et aussi parce qu'il y a un changement au sein du conseil d'administration. On passe de 10 membres à 7 membres, donc 3 personnes en moins, et parmi les 3 personnes en moins, c'est 3 membres de la famille Lippens. On peut faire un texte à trous, on aura toujours la même bonne réponse. Ils étaient 4 au sein du conseil d'administration, il n'en restera qu'un.
pour citer. Il n'en restera qu'un. Il m'avait prévenu, je me demandais quand ça allait arriver. Ben voilà. Voilà, c'est tombé pour citer un certain présentateur de la télé française. J'entends ce dire évoquer. Oui. Voilà, donc il y a un départ, on va dire, généralisé de la famille, et c'est quand même la fin d'un modèle très familial, vu que ça a été fondé par la famille Lippens pour, en tout cas, une ouverture à une gouvernance plus externe. Donc c'est comme une étape assez importante pour Finasucre. À noter malgré tout que la famille reste actionnaire majoritaire avec plus ou moins 70% de départ, mais aujourd'hui, en tout cas, il y a un retrait progressif au niveau du pouvoir opérationnel. Très bien, bon. Très Bien. sujet intéressant. Bien. De temps en temps, on a tous ces sujets avec les entreprises familiales, avec Ouais. notre expert de la maison, Raphaël Mattard. Ça peut être un sujet, effectivement, à Voilà. discuter avec Oui. elle, les chartes de famille et tous ces points-là. Donc, dans une émission, on a trouvé le prochain cadeau pour Pierre. On a trouvé un prochain sujet pour Pierre. Bref, C'est quoi mon prochain cadeau, j'ai oublié. le smartbook, hein. Ah oui, c'est vrai. Ah bah oui. Et donc, vous avez noté. Oui. Donc, c'est le Les 9 tout- novembre, mon les tout notés. anniversaire. Ah, 9 novembre. Je suis ouvert pour tout ce qui est Saint-Nicolas, Iftar. Enfin, moi, pour ça, je suis multi. Oui, Je suis ouvert à tout. Chaque Toute fête, c'est pour vous. opportunité, D'accord, est très bien. possible. Voilà. Bon, merci. Merci beaucoup. On retrouve dans le supplément cette semaine. Ah, enfin le retour du supplément. Merci Pierre. Et en attendant, eh bien, le reste de... Vous restez pour la deuxième partie? Ah non, vous nous quittez pour la deuxième partie. Bon, Antonin reprend sa place. Et vous, merci beaucoup. Vous avez fait ça encore avec brio. Et à très vite dans les pros de l'écho. On se retrouve dans quelques instants, juste après la pause. Il y a toute l'équipe de la Libre et de la DH qui arrive pour parler économie. À tout de suite. De retour dans les pros de l'écho sur LN24. Et salut Antonin. Salut. ça Dis va donc, à chaque fois, il faut vous attendre avant. Eh ben, c'est juste ça. après la pub. Promis, la prochaine fois, Ouais. je Ouais, serai là. c'est ça. Mais bon, voilà, vous êtes arrivés. Maintenant, on peut dire bonjour aussi à tout le monde. Salut Raph, salut Pierre-François. Salut Vincent, ça fait longtemps. Bah oui, ça fait longtemps. Il était temps donc. Bah oui, il était Et, temps. bon, alors vous, c'est tout le temps, hein. Mais vous n'étiez pas là la semaine dernière. Effectivement, vous nous avez fait faux bon, mais voilà, Vincent était là aussi. Et c'était À la très très rescousse. bien aussi, effectivement. Donc, bonsoir Thibaut. Bon, vous allez bien tous, ça va? Ça va super bien. ça va. Allez, c'est parti. Alors, on va commencer par le dossier de la semaine. Et le dossier de la semaine, celui, vous le savez, qui va se retrouver à la une de la Libre Écho ce samedi, eh bien, concerne les aéroports. Et quand on parle aéroport ou dans les airs, on se retourne vers vous. Alors, Raph, expliquez-nous un petit peu tout ce qui se passe. Monsieur aéroport. Voilà, c'est moi. Donc, comme vous le savez, c'est les vacances de Oui. printemps de Pâques qui commencent maintenant. Et pour l'aérien, c'est vraiment la période qui commence. On appelle ça l'été. Donc jusque fin octobre, c'est vraiment l'été. C'est le moment où beaucoup de gens vont voyager. Alors, on a fait un dossier avec le titre « Les aéroports belges sous haute tension » parce qu'il y a beaucoup de tests grandeur nature qui vont se passer un peu dans nos aéroports, dans le contexte actuel. On va peut-être commencer par l'aéroport de Charleroi qui doit vraiment redorer son blason, surtout à l'étranger. Il faut savoir que Charleroi est considéré comme le 3e pire aéroport d'Europe, selon les avis... À quel niveau? Cocorico. Tous les niveaux? Voilà, Ah, waouh. c'est les avis Google. Ah oui, oui. ok. Donc je vais vous prendre quelques petits avis comme ça. Un véritable désastre. Oula. Prévoyez une chaise de camping, un vrai chef-d'œuvre Ah, ça, de c'est moi, ça. confort. C'est moi ça. J'attendais dans trop longtemps. Ou un certain Dante qui dit le 10e cercle de l'enfer. Oh, waouh, ok. Ah, waouh. Oui, mais c'est Bon. le pire, mais d'un autre côté, il n'a jamais été Aussi plein. monté. Les Mais gens voilà, c'est un des problèmes, c'est que c'est un aéroport qui a grandi effectivement trop vite. C'est 10 millions de passagers maintenant, alors que c'est un aéroport au début régional. Les infrastructures sont clairement plus faites pour les heures de pointe en tout cas. Où il y a des pics. On conseille maintenant aux voyages de venir 3 heures, même plus de 3 heures à l'avance. Il y a eu plusieurs personnes récemment qui ont raté leurs avions parce qu'il y avait trop de fils. Et en fait, ce qui revient, il y a les toilettes qui sont payantes et qui sont jugées sales. Il n'y saura a pas tout, assez dis de donc. place assise. Mais ce qui revient surtout, c'est les fils pour les contrôles de sécurité. Et là, effectivement, c'était un gros problème. Et Charleroi a décidé de prendre je sais plus comment on dit. Le taureau par les cornes Exactement. ou... Voilà, en bref. inaugurant Comme ça. ce jeudi matin un nouveau bâtiment qui sera fait pour les contrôles de sûreté. Donc c'est un bâtiment temporaire en attendant que le nouveau terminal soit opérationnel. Donc le nouveau terminal c'est prévu 2029-2030. Et donc ça va permettre en fait d'un peu aérer toutes ces contrôles de sûreté. On passe de 9
9 fils de sûreté à 14. Donc aussi beaucoup plus adapté pour sortir ses bouteilles, sortir son matériel électronique, etc. Donc ce sera normalement mieux. Et est-ce qu'elles seront, pardon, je me permets, Allez-y, mais est-ce qu'elles allez-y. seront utilisées? Parce que même les 9, souvent, il y a la moitié qui sont fermées. Ben, ça dépend en fait vraiment des pics. Ouais. Et alors ça dépend aussi ça c'est encore un autre problème, c'est que le personnel. Et donc Charleroi travaille avec une société privée qui parfois ne met pas le personnel à temps. Enfin bon, c'est des conflits un peu internes, mais effectivement il faut que le personnel soit encore là. Ouais, il faut que ça suive. Et Donc vous, c'est pas gagné d'avance. vous parliez des fils, et des importantes fils à Charleroi, mais il y a aussi à l'aéroport de Zaventem où on Oui, craint ça. l'aéroport des Zaventem. Alors là, les fils, elles vont un peu être à un autre endroit. C'est plutôt pour les contrôles frontières, comme on dit, les contrôles passeport, donc c'est la police aéroportuaire. Alors on sait qu'il y a un déficit structurel en fait de policiers qui s'occupent de ces contrôles à l'aéroport. On dit qu'il manque un quart d'effectifs pour que ce soit vraiment opérationnel. Et puis alors il y a 3 lettres qui font trembler, mais là c'est pas que Brussels Airport, c'est vraiment tous les grands aéroports européens. Donc c'est EES, donc pour Entry Exit System, pardon. Donc c'est le nouveau système mis en place par la Commission européenne qui est entré en vigueur début avril. Et c'est un système en fait pour les personnes, les voyageurs non de Schengen comme on dit. Et donc c'est en fonction des paramètres biométriques et c'est très compliqué à mettre en place. Donc il y a eu des énormes files à Brussels Airport début avril à cause de ce système. Il y a 600 personnes qui ont raté leur avion en une seule journée. Et donc en Belgique, on a réussi à reporter ce système, ce qui n'est pas dans le cas dans les autres aéroports. Mais donc il faudra tenir ça à l'œil parce que l'Europe veut que ce soit mis en place le plus vite possible. Et alors à l'aéroport de Bruxelles aussi, un autre des problèmes, c'est les parkings qui sont déjà saturés maintenant. Donc on conseille aux voyageurs de ne plus venir en voiture en fait. Et dans votre dossier, vous parlez aussi de l'été, le vrai. C'est Le vrai ceci. été, oui, voilà. On essaie de rester un peu positif. On sait que cet été va quand même être particulier avec les pénuries potentielles de carburant, Oui. les prix qui seront sans doute à la hausse, peut-être des files aussi, comme on le voit. Mais il n'est pas trop tard non plus pour acheter encore ces billets pour l'été. On voit que les gens réservent un peu plus tard, ils ne savent pas trop où aller. Ah oui. On pense qu'il y aura beaucoup de monde quand même en Europe parce que les États-Unis et l'Asie seront moins privilégiés. Et donc on donne quelques astuces aussi pour essayer d'avoir les tarifs les moins chers encore maintenant. Il faut savoir que les compagnies aériennes sont vraiment les championnes du monde de ce qu'on appelle la tarification dynamique. Ah oui, oui, oui. Le yield management, c'est presque elles qui l'ont inventé, elles le font depuis les années 80. Donc pour bien comprendre comment avoir des billets moins chers, il faut comprendre comment ça fonctionne. Voilà, en fait, les compagnies, ils ont des algorithmes de plus en plus puissants. Dans un avion, vous avez rarement 2 personnes qui ont payé le même prix. Et ces algorithmes, c'est vraiment basé sur la loi de l'offre et de la demande, mais aussi, de plus en plus, elles essayent de percevoir vos comportements d'achat, à savoir essentiellement si vous êtes prêt à mettre beaucoup d'argent pour acheter un billet. Et donc, par exemple, partir le mardi ou le mercredi, en général, coûte moins cher que partir un autre jour de la semaine. Mais il y a quand même une grosse exception, c'est qu'il faut passer le week-end sur place. Parce qu'autrement, si vous faites un voyage court, l'algorithme va penser que vous êtes une femme ou un homme d'affaires et va vous facturer beaucoup plus le retour. Ah oui, la discrimination à l'homme d'affaires. Voilà. Bon, eh bien, gardez un peu vos bons plans pour samedi qu'on puisse... Il y en a 10 dans la livre. Ah, super, on lira... Faut acheter les livres. On lira tout ça, on lira tout ça. On lira tout ça samedi. Merci beaucoup, Raph. Bon, c'est le moment des rois de la conso. Alors, Thibaut, bon, on va parler de tourisme, on va parler Paris et on va parler Céline Dion, c'est ça ? Ben, on a tout résumé, je pense. Écoutez, c'est même... Voilà, c'est pour vous cette chanson. J'ai rien dit, là. Voilà, mais peut-être pas partout apparemment. Peut-être pas partout. Déjà, ceux qui iront à Paris, c'est ceux qui auront eu des tickets pour aller voir le concert. Et on peut déjà, les concerts, parce qu'il y en a évidemment plusieurs, on peut déjà déconseiller à même ceux qui n'ont pas de ticket, de ne pas aller à Paris dans cette période-là. On va déjà rappeler ce qui s'est passé avec le prix des billets pour assister au concert de Céline Dion. Donc, cette fameuse tarification dynamique, on y revient, c'est une bonne continuité. Donc les tarifs de base étaient entre 89,50 € et 298,50 € en fonction de l'endroit dans la salle où on est situé, qui sont des tarifs assez élevés mais qui restent raisonnables. Mais attention, tarification dynamique, ça veut dire qu'au plus une date était demandée, au plus un type de place était demandé, ça faisait exploser les prix. On a eu des prix jusqu'à 1 400 €, voire un peu plus pour un ticket. Et là, évidemment, ça commence à faire beaucoup. Mais c'est pas tout. C'est pas tout, parce qu'une fois qu'on a ces tickets en poche, on est bien content.
Et on va se dire, on va peut-être passer un week-end à Paris, ça va être chouette. Et bien là, il suffit de regarder le prix des hôtels pour déchanter directement. Ah bah oui. Parce que les nuitées ont augmenté parfois entre x7 et x8 par rapport à un week-end normal. J'ai fait le test un mois avant, un mois après. J'ai regardé un petit peu ce qui se passe sur les grands sites de réservation comme Booking. Booking qui a d'ailleurs vu le nombre de recherches pour Paris augmenter de 49% depuis l'annonce des concerts de Céline Dion. Pour certains autres groupes, notamment le groupe Adagio, c'est plus 400% de réservation. Donc ça veut dire qu'une nuitée qui coûte en général une centaine d'euros, on passe à 700-800 euros, voire parfois plus. Et au plus on se rapproche de la Défense Arena où auront lieu les concerts, au plus évidemment les prix ont tendance à augmenter. Donc ça fait beaucoup aussi pour tout ce qui est location, Airbnb, location classique, tout ça augmente. Hein. C'est le jeu de la loi, de l'offre et de la demande. Et puis aussi pour les tickets de train, pour ceux qui se diraient j'ai pas envie de prendre ma voiture, là aussi ça commence à augmenter, c'est plus limité, il y a encore des tickets qui sont relativement intéressants. Juste avant l'émission, j'ai regardé, il y a encore des billets de train Eurostar à 29 € par trajet. Profitez-en. Donc ça reste pas mal, il faut partir très tôt et revenir très tard, mais il y a moyen de s'en sortir. Puis pour ceux qui viennent de plus loin, c'est les billets d'avion. Là, évidemment, on se doute qu'une destination comme Paris au mois de septembre et octobre, ça va être assez cher. Donc pour ceux qui ont les tickets, prévoyez un budget supplémentaire s'il en reste. Et pour ceux qui n'en ont pas, n'allez pas à Paris, ça va vous coûter beaucoup trop cher. J'ai ouï dire que vous n'aviez pas eu vos places, mais qu'il y a d'autres, oui, dans votre famille. Exactement. Je le sais. Mais je paye 700 € leur double hôtel. C'est la grande question. Et c'est pour ça qu'on a mis J'irai où tu iras, parce que vous n'y allez pas apparemment. Alors, moi, je ne sais pas encore si je vais y aller. Oh. Ma belle-sœur a eu 6 places, donc je vais devoir être très gentil avec elle. Amalia, si tu me regardes. Vincent, Nomi, Oui, la ok, belle-sœur. d'accord, faites coucou. Disons qu'il y a beaucoup de candidats, mais voilà, donc il y aura un voyage à Paris qui se présente, et donc c'était du vécu de faire cette chronique. Eh bien, écoutez, voilà, c'est vraiment l'immersion, hein, cette chronique. Merci beaucoup. On a oublié de parler des retombées économiques. Ah oui, aussi mais pour dites-nous, Paris, parce que dites-nous. là, il y a quand même quelques chiffres intéressants. Il y a plusieurs études, dont une qui s'est basée sur les 4 concerts de Taylor Swift en 2024, qui avaient provoqué des retombées économiques de 180 millions d'euros à Paris. Donc avec une projection, vu qu'il y a plus de dates pour Céline Dion, on est au minimum entre 300 millions et 500 millions de retombées économiques pour tout ce qui est shopping, billetterie, hôtellerie et restauration. On se frotte les mains. Et il y a même une autre étude qui porte ce chiffre à 1,2 milliard d'euros de retombées économiques quand on inclut le transport et la logistique. Donc ça fait quand même un gros budget pour ceux qui vont y aller, mais ça fait un beau pactole pour ceux qui vont recevoir. Oui, c'est ça, il y aura encore Et des pour l'État contents aussi, et des quoi, pas contents. Ah oui, La ville Ah est oui. là. Pour la Belgique, ce serait pas mal pour combler une partie du. Mais voilà, Organise la mise. mais voilà, faisons bien. Bart, on a Mais une oui, idée pour on toi. a une idée. Vous n'allez pas y croire, mais ça peut marcher. Merci beaucoup. On n'a plus rien oublié là. plus rien. Ah, On peut y c'est aller. très bien. Eh bien, maintenant, c'est le moment du chiffre de la semaine. Et alors, pour le chiffre de la semaine, on vient vers vous, Vincent, et pour quelque chose qui vous tient particulièrement à cœur, Oui, je d'ailleurs. me suis dit qu'on devait peut-être rester un petit peu dans l'univers. D'ailleurs, regardez, On a- regardez. Ah, Voilà. Et alors, on a même écrit, c'est le micro de la Star Academy, mais avec l'économie Y, comme ça. L'économie. Je vais vous ratifier l'invitation de Nico Sialek. Garde-le. Je vais le garder. Mais non, pauvre. Mais donc effectivement, je vais vous parler de la Star Academy. Hein. Donc si je vous dis Ambre, Bastiane, Jeanne, Anouk, évidemment, la Belgique, Évidemment. tous ces prénoms vous parlent évidemment. Donc ce sont les 9 académiciens qui ont eu la chance de participer à la tournée de la Star Academy tournée qui faisait évidemment un détour le week-end dernier à Bruxelles avec 4 concerts sold out à Forêt Nationale. 4 fois 27 000 places, donc c'est quand même assez impressionnant. Et évidemment, comme les pros de l'écho ne refusent aucun sacrifice, En immersion j'étais aussi. pression. Voilà. J'étais présent, donc dimanche soir, pour voir ce spectacle. Et Quel j'avoue que sacrifice. j'étais assez bluffé par ce show, par la qualité du spectacle, les chorégraphies. On sait bien que c'est Jonathan Jeanvrin, qui était le chorégraphe qui a orchestré toutes les émissions télévision, qui a organisé aussi les shows. Et on peut parler un peu des chiffres fous de cette tournée, puisque je l'ai dit, donc 4 spectacles à Bruxelles, 2 vont se rajouter encore à l'ING Arena au mois de mai, 50 dates en tout, France, Suisse et Belgique, et on peut estimer qu'aux alentours de 250 000 à 300 000 personnes se seront déplacées pour aller voir ce show de ces académiciens. Alors petit retour en arrière, parce que finalement cette tournée qui a commencé en février, finalement avait démarré par un bad buzz, je ne sais pas si vous en souvenez. Oui, on avait un peu l'impression que c'était pas encore abouti. Voilà, sur les réseaux sociaux, il y avait eu beaucoup de messages extrêmement
extrêmement négatifs, des commentaires comme assez acerbes. On parlait de kermesse au village, on parlait de shows avec beaucoup de couacs, etc. Moi, c'est pas du tout le spectacle que j'ai vu dimanche à Bruxelles. Je pense que les académiciens, ces jeunes, se sont aussi beaucoup améliorés au fur et à mesure de la tournée. Et je trouve que c'était intéressant aussi de voir, on parle beaucoup de modification des habitudes de consommation des médias, c'est une réalité avec la montée en puissance des plateformes payantes, notamment comme Netflix ou autres. Mais le succès de la Starac, ça montre aussi quand même la puissance de feu que peut avoir encore une chaîne comme TF1 sur des programmes extrêmement fédérateurs, avec aussi une évolution du business model de TF1 qui effectivement est une première chaîne européenne, évidemment, il faut le rappeler, à évaluer d'un modèle avec des programmes linéaires vers un modèle vraiment qui intègre aussi les réseaux sociaux dans sa stratégie, avec une plateforme comme TF1+, notamment, et qui joue aussi beaucoup sur le storytelling pour relancer à chaque fois l'attention des téléspectateurs qui deviennent après effectivement des spectateurs pour ces concerts en salle. Alors évidemment, le grand enjeu, ce sera de savoir ce qui adviendra de tous ces artistes, évidemment. Après, c'est peut-être le plus dur, quelque part, qui attend ces académiciens après cette tournée, au succès quand même assez phénoménal, parce qu'évidemment, après avoir été mis comme ça dans la lumière, avoir connu très jeune un succès énorme, comme vous. Voilà, comme moi, qui suis un peu moins jeune quand même. Antonin, ça ne t'aura pas échappé. Mais le succès a lieu il y a longtemps. Le succès, c'était il y a longtemps. Voilà, c'est de pouvoir rester dans la durée, de pouvoir... voilà, il y a quand même des exemples plutôt rassurants. Et Vincent Monnet, ses conseils, leur life coach. On a eu le cas de Jennifer, notamment, plus récemment Elena, évidemment, qui fait une carrière formidable en Belgique. Il y en a d'autres, évidemment, qui sont tombés plus dans l'anonymat. Donc voilà, il y a d'autres aussi qui restent dans le monde de la musique, mais qui deviennent DJ ou qui deviennent producteurs. Donc voilà, c'est un formidable, évidemment, caisse de résonance, mais l'enjeu, c'est de rester après dans la durée. Effectivement, dont un certain... Ah oui, je ne sais pas. Mais c'est vrai qu'à chaque fois que vous venez ici, vous parlez de Taylor Swift. Hein. Charlotte Cardin, c'est mardi prochain, Forêt Nationale. Oh, vous nous donnerez votre débrief. Voilà. Vous savez quoi, la semaine prochaine, un petit débrief. Voilà, comment ça sera passé. Merci beaucoup, Vincent. C'est le moment du top et du flop de la semaine. Ah, Pierre-François. Alors, pour le top, Cocorico. On va parler un peu de chez nous et du roi. Oui, pour une grande première. Donc, c'est cette fameuse mission ou visite interrégionale avec le roi Philippe, donc, dont on a beaucoup parlé depuis le début de semaine, puisque pour la première fois, le roi a pris l'initiative d'emmener des patrons d'entreprises belges en Wallonie et en Flandre. Donc, vous savez que d'habitude, les missions ou les visites royales se font à l'étranger, à des milliers de kilomètres, aux États-Unis, au Canada, en Asie, etc. Et ici, c'est vrai, on se demande pourquoi il a fallu attendre 2026 finalement pour faire ce type de mission. Alors, le roi il se rend régulièrement dans des entreprises, mais ici, l'originalité, c'était que pendant 2 jours, il y a 40 CEO, donc 20 flamands et 20 wallons pour ne pas faire de jaloux. Alors les jaloux peut-être ce sont les Bruxellois parce qu'ils n'étaient pas conviés pour une raison officielle, c'est qu'au moment où ils ont lancé le projet, la région bruxelloise était toujours à la recherche d'un gouvernement, donc ce sera pour une prochaine fois. Mais pourtant il n'y avait pas de politique. Et il n'y avait pas de politique, ça c'est aussi un point très important, c'est que le roi qui est très à l'aise en fait avec les entrepreneurs, avait fait le choix délibéré avec les 2 organisations patronales, donc le VOCA pour la Flandre et Act for Wallonia, de ne pas emmener des ministres. Les ministres, on sait que dans ce genre de mission, ils aiment beaucoup se mettre en évidence. Et donc, ça a créé une ambiance pendant 2 jours vraiment très informelle, mais aussi avec une proximité entre les patrons et le roi, et même les médias, parce que les médias ont répondu vraiment très massivement à la possibilité de suivre cette mission. Et donc, il y avait un quart VIP pour le roi et les patrons, et un quart pas VIP pour les médias. Pour les donc, il y a une critique à faire sur le roi, là, on sent qu'il y a quelque chose, non? Et alors, pour l'anecdote, on a passé la nuit à Tubize, qui est vraiment tout près de la frontière linguistique, à l'hôtel des Diable Rouge. Des Diables Rouges. Mais avec le roi ou pas? Et le roi a logé également à l'hôtel des Diables Rouges, puisqu'il y avait un dîner qui était organisé le mardi soir, où il y avait un ancien Diable Rouge, Jan Vertonghen, le plus capé de nos joueurs. Et il avait mis son beau nœud papillon, et il y a eu des discours, un repas, et c'était très, très belge, entre guillemets, c'est-à-dire convivial, on ne se prend pas trop la tête, mais c'est efficace.
Très bien, très très bien, ça fait plaisir. Et je me demandais, on devrait refaire ça plusieurs fois, non? Oui, alors en fait ça a été vraiment un succès parce que de l'avis unanime, c'était vraiment... donc il y a eu des visites d'entreprises, donc les 40 CEO ont été visités 4 entreprises en Wallonie et 3 en Flandre. Alors ils ont choisi quelques beaux fleurons, donc Odoo, IBI notamment à Louvain-la-Neuve, et du côté flamand on a été chez Barco, ou également Renson qui est moins connu mais qui est une entreprise familiale qui cartonne dans tout ce qui est aménagement de mobilier, de jardin, etc. Et donc, en clôture de la mission, c'était vraiment de dire il faut remettre ça, parce qu'en fait, on ne se connaît pas assez bien de part et d'autre de la frontière linguistique. Et il y a un potentiel, probablement, à travailler davantage, à collaborer davantage ensemble, dans un contexte, c'est vrai, international et géopolitique, où on sait qu'il faut quand même renforcer l'économie belge, la rendre plus résiliente. Et donc, peut-être, ce n'est pas nécessaire de courir à l'autre bout du monde, mais que, voilà, à quelques kilomètres d'ici. Et aussi, je pense qu'il y a un autre intérêt, c'est aussi en matière d'emploi. On sait que la Flandre, dans certaines régions, est en plein emploi, et donc ils sont en recherche de main-d'œuvre. Et on sait qu'il y a toujours une réticence, une sorte de barrière à la fois, oui, linguistique, mais culturelle aussi, pour des demandeurs d'emploi de franchir, d'aller dans la région de Courtrai ou de Gand, alors qu'il y a des emplois disponibles. Très bien. Et c'est pas cher comme mission. Merci beaucoup. C'était une mission low cost, effectivement. Ouais, voilà. Pour la petite histoire, nous avons dû payer notre chambre. Ah, bah écoutez, on pourrait peut-être mettre ça plutôt dans le flop alors, finalement. On a une trentaine de secondes pour le flop, Antonin. En express, c'est très bien de rester sur le positif. Alors, est-ce qu'on aura des dangers au niveau de notre compte en banque? C'est un peu ça le flop de la semaine, puisqu'on voit que Anthropic, la célèbre entreprise d'intelligence artificielle, a dit ne pas lancer son IA Mythos sur le marché parce que, soi-disant, cette IA serait trop efficace pour repérer les failles. Et donc, ça pose beaucoup de questions, surtout au niveau bancaire, puisque les banques s'inquiètent un peu de potentiellement voir des failles repérées à ce niveau-là. Donc, ça prend les banques prennent les devants. Après, il y a aussi, il faut bien le dire, il y a aussi un côté coup de com' de la part d'Anthropic qui dit regardez, on a une IA tellement efficace que ça va mettre en danger le monde entier. C'est un peu la technique de communication des entreprises dans l'intelligence artificielle. Voilà, donc c'est un peu le flop de la semaine, c'est ce danger que Mythos pourrait faire peser sur les banques. Mais est-ce qu'il faut vraiment avoir peur? Je vous invite à lire ça sur lalivre.be du coup. Oh là là, très très beau teasing. Merci beaucoup. Merci à tous. Et dans quelques instants, c'est le supplément avec Pierre. Salut, à la semaine prochaine. Voilà, de retour dans Parole d'experts. Le plaisir de recevoir Benoît Van Den Hoo. Vous êtes le patron de Euronext. Bonjour Benoît. Bonjour Pierre. Complice de toujours, on peut le dire. Alors, on parle quand même ESG. C'est un sujet dont on parle beaucoup. On parle ESG en disant environnement, social, gouvernance. On en a déjà parlé. Ça s'est imposé comme la norme de l'investissement durable ces dernières années. Et pourtant, on voit qu'avec les derniers mouvements géopolitiques, on a l'impression que l'ESG se tasse un petit peu, que c'est moins un point d'attention par rapport aux entreprises. On justifie aussi le fait que la crise amène certains éléments. Vous êtes, vous, le CEO d'Euronext Bruxelles. Premier point, en guise peut-être d'introduction, quand on parle ESG, comment avez-vous abordé ces critères ESG à la base chez Euronext? À la base, c'est comme tout le monde en fait. Donc l'environnement, le social, la gouvernance qu'on a voulu promouvoir de différentes façons, que ce soit par exemple par l'admission d'obligations vertes, d'obligations durables. L'an passé, ça représentait 4,5 milliards d'euros d'obligations cotées sur Euronext Bruxelles. Donc on voit vraiment un engouement encore très très fort de la part des investisseurs sur ces sujets-là. Mais on voit très bien aussi que ce sujet est en train d'évoluer très très fort les dernières années, les derniers 2-3 ans. On a vraiment vu un changement très fort dans ce que l'Europe avait besoin pour accroître sa souveraineté, accroître son autonomie. Et donc, nous, on a fait évoluer cet acronyme ESG vers l'énergie, la sécurité et la géopolitique. Alors justement, donc ça, c'est ce que vous avez annoncé, le lancement de ce que vous appelez le nouvel ESG. Expliquez-nous un peu ce que vous dites, ce que vous entendez justement par rapport à ces 3 lettres aussi. Ça n'efface pas l'ESG classique, mais ça amène aussi une adaptation par rapport à l'ESG. Exactement. En fait, alors, on entend de temps en temps cette image qu'on est des herbivores dans un monde de carnivores. Et donc, on doit aussi parfois savoir montrer ses dents, montrer qu'on est autonome, qu'on est souverain, qu'on travaille à ces aspects-là aussi. Et donc, nous, du côté d'Euronext, on a bien pris conscience de tous ces aspects-là parce que
cette souveraineté, cette autonomie stratégique, ça nécessite d'énormes investissements, d'énormes flux de capitaux. Et donc nous, en tant qu'opérateurs boursiers, on veut soutenir ça de différentes façons. Pensons par exemple, on a parlé des obligations vertes, on a développé un framework pour des obligations de la défense, donc pour des entreprises qui veulent lever des fonds pour soutenir le secteur de la défense. Il y a également des indices qu'on a développés qui, eux, vont mettre l'accent sur la souveraineté énergétique, sur l'autonomie stratégique. Donc ça, ce sont aussi des flux de capitaux qui vont aller vers ces entreprises-là, qui vont plus les soutenir. On a également, alors ça c'est pour le personnel de Renex en tant que tel, on a développé tout un cadre pour permettre aux collègues qui souhaitent rentrer dans la réserve de le faire à des conditions intéressantes. Ok. Alors je regarde maintenant justement pourquoi ce changement maintenant, quand vous le mettez. Mais maintenant, en fait, on constate depuis quelques années quand même que l'Europe est sous forte tension. L'Europe est soumise, est quand même bien tanguée entre les deux géants que sont les États-Unis et la Chine et l'Asie. Donc l'Europe doit reprendre son destin en main. On n'est plus dans le monde, post-chute du mur de Berlin, fin des années 80, début des années 90. Donc on doit vraiment reprendre notre destin en main. Donc, on a voulu marquer le coup, et comme je le disais déjà, ce sont des investissements gigantesques qui doivent être faits au niveau européen. Donc, voilà, en tant qu'opérateur boursier qui gère en fait tous ces flux d'investissement, on veut aider et accompagner ce mouvement. Très intéressant de voir pourquoi vous voulez accompagner, comme on le dit, ce mouvement. Autre sujet, les indices. Il y a un nouvel indice alors qui s'adapte ou qui change quelque chose en fait Quand on regarde aujourd'hui comment les investisseurs investissent de plus en plus, c'est de plus en plus au travers d'ETF. Donc, ce sont des fonds qui suivent un indice boursier. C'est-à-dire plusieurs entreprises en même temps et avec un ticket, je peux comme ça avoir un petit peu de chacune des actions. Exactement. Moi, je me prends toujours l'exemple de l'action Lotus qui coûte un prix très important, milliers d'euros pour une action. Je peux investir dedans si je prends par exemple l'indice du Bel 20 où j'ai un peu de chacune des boîtes. Exactement. Mais quand on vient, et donc ça me permet de me diversifier, quand on parle ESG, quel type d'indice là vous allez proposer ? On a développé différents indices pour, quelque part, aller dans ce sens-là de ces investisseurs qui investissent dans des trackers, dans des ETF. Et donc, on a un indice sur l'aérospatiale et la défense. On en a un sur la sécurité énergétique. Et puis, on a développé un dernier sur l'autonomie stratégique de l'Europe. Donc là, vraiment, l'objectif, c'est d'aider ces entreprises qui sont des champions européens, qui ont, par exemple, sur la sécurité énergétique, on a un acteur belge comme Elia qui en fait partie, pour amener plus de flux d'investissement vers ces entreprises-là, pour soutenir le cours et leur permettre de lever des fonds à des conditions très, très attractives plus tard. Ok. Alors, vous avez aussi expliqué, vous avez mis en place une politique très claire pour encourager, ou pour faciliter en tout cas le fait que certains employés chez Euronext puissent jouer un rôle dans la défense en tant que réserviste. On me dit dans l'oreillette que vous êtes d'ailleurs aussi vous-même réserviste. Oui, mais selon mes sources, Pierre, vous aussi. Oui. Effectivement. Mais ce qui m'intéresse, c'est de poser la question, quand on regarde dans quelle mesure, par rapport aux industries de la défense en Belgique, il y a aussi des points qui ont été faits. Je prends l'exemple pour soutenir, par exemple, l'aéronautique en Belgique, le secteur énergique, le secteur défense. Quelles sont là les mesures que vous allez prendre chez Euronext ? Donc, nous, on travaille toujours au niveau pan-européen et on essaie de développer des outils qui intéressent, toutes les entreprises au niveau européen. Et donc, ce qu'on a développé à différents niveaux, c'est par exemple notre programme IPO Ready, qui est un programme d'accompagnement pour la préparation à l'IPO. On a développé une trajectoire spécifique pour le secteur de la défense, pour que les différents acteurs puissent se rencontrer. On a également fait des journées de financement pour mettre en contact ces entreprises de ces secteurs-là avec des investisseurs, que ce soit des banquiers, mais que ce soit aussi des investisseurs de capital à risque, des fonds de venture capital ou de private equity. On a développé, je l'ai déjà mentionné également, un outil qui permet d'avoir une obligation labellisée défense. Donc, différents outils qui sont sur la table pour aider ces entreprises. Et en fait, on constate qu'il y a un certain nombre de très gros mastodontes qui sont cotés en bourse. Pensons à des Airbus, pensons à Leonardo, Koenigsberg, etc. Et puis, on a
énormément de petites start-up, scale-up qui veulent grandir, qui ont besoin de beaucoup de financement. Et donc, nous, on veut se mettre dans cet accompagnement de ces entreprises pour les aider à lever les fonds dont ils ont besoin. Alors, pour revenir quand même sur ce sujet des réservistes, concrètement, vous avez fait quoi chez Euronext, en fait, par rapport au personnel, pour les encourager à mettre leurs compétences au service de la réserve de la défense? Alors on a une politique assez volontariste, hein, donc on a signé des partenariats déjà avec 5 pays, et puis on l'a fait avec la Belgique ici ce 22 avril, donc on est devenu ambassadeur de la défense, et notre volonté c'est d'aider les collègues qui souhaitent se rendre disponibles pour la défense à être disponibles et avoir des conditions favorables. Et notamment, il y a 15 jours par an qui sont la première année qui sont octroyés comme jours de congé pour le premier appel. Et puis alors, les années suivantes, il y a 10 jours de congés qui peuvent être pris, congés payés, qui peuvent être pris pour les rappels successifs qui peuvent être faits. Donc on veut permettre à nos collègues d'avancer. Alors c'est vrai qu'on est présent dans pas mal de pays, dont notamment en Norvège. Ce sont des choses qui existent déjà depuis très très longtemps. En Belgique, on a un peu perdu cette habitude, mais on constate qu'il y a vraiment une volonté. La création du système d'ambassadeur de la défense ou de réserve de la défense, c'est quelque chose qui est tout nouveau en Belgique, et on a voulu s'y associer et faire partie des 10 premières entreprises qui ont fait le pas. En quelques secondes maintenant, finalement, c'est quoi l'objectif de cette adaptation de l'ESG ? Mais on se rend compte que le monde a forcément évolué, il a fortement évolué les dernières années, et nous, en tant qu'opérateurs boursiers, en tant qu'outil qui aide les flux de financement, on a dû s'adapter à cette nouvelle réalité-là pour aider l'autonomie stratégique européenne. Un grand merci Benoît Van den Hoef. Bon éclairage sur justement l'évolution de l'ESG, et puis une politique concrète en matière de ressources des humaines mis au point pour être ambassadeur de la défense. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, certainement dans les Pros de l'écho. Vous verrez aussi qu'on vous réserve des surprises en parole d'experts.